Les admis au baccalauréat 2021 peuvent déjà rentrer en possession de leurs attestations de succès. Le directeur de l'office et ses collaborateurs ont mis les bouchées doubles pour les rendre disponibles dans les centres retenus. Les voies dégradées à Cotonou, on en parle dans cette édition. Au niveau du tronçon Saint-Michel, en partant du marché, l'état de la voie laisse à désirer et cause d'énormes désagréments aux usagers. Les précisions dans cette édition. Après Bamako, le ministre italien de la Défense Lorenzo Guerini est en visite à Niamey. Objectif, renforcer la position de l'Italie dans la région. Les détails dans un court instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 4 octobre 2021. Merci de votre fidélité renouvelée à Speedline TV et bienvenue à vous dans cette édition du journal. Le document portant stratégie de la constitution du premier bilan d'ouverture de l'État était au cœur des réflexions dans un centre hôtelier à Cotonou. Plusieurs cadres de la Direction générale de Trésor et de la comptabilité publique sont réunis autour du comité chargé de l'élaboration du dit document. Il était question de procéder à sa validation pour accroître la qualité et la lisibilité des comptes de l'État. Le compte rendu avec Romaric Dossa. Le document adopté par ces cadres de la Direction générale du Trésor public, de la comptabilité publique, décrit toutes les différentes étapes pour avoir le bilan d'ouverture à partir du 1er janvier 2022. Il recouvre l'ensemble constitué de la balance d'entrée d'un exercice et de la balance générale au 31 décembre d'une année. Ce document servira donc de boussole pour la réforme comptable. Le bilan d'ouverture est une opération emblématique sur le plan de la qualité comptable. Le bilan d'ouverture a pour objectif de donner une nouvelle vision, enrichie et finalisée de la situation financière et patrimoniale de l'État, du fait de l'application du nouveau référentiel comptable. Les enjeux majeurs de la confection de ce bilan sont d'abord d'accroître la qualité et la lisibilité des comptes de l'État, de professionnaliser ensuite la gestion patrimoniale et enfin d'optimiser la gestion publique. La mise en place d'une nouvelle comptabilité inspirée de celle des entreprises vise à garantir la transparence de la situation financière de l'État et à favoriser la recherche de la performance. Suivant dans cette démarche, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique met les bouchées doubles pour élaborer le document portant stratégie de construction du premier bilan d'ouverture de l'État en vue de basculer en comptabilité d'exercice à partir du 1er janvier 2022. Le présent atelier auquel vous êtes invité consacrera la validation du dit document. Je voudrais donc inviter l'ensemble des participants à s'engager pleinement au cours de ces travaux pour faire de cet atelier une réussite en formulant des observations ou des recommandations au fin d'améliorer le présent document qui servira de levier pour l'élaboration du dit bilan. L'objectif de l'adoption de ce document est donc de renforcer la bonne gouvernance et d'opter pour la transparence dans la gestion des deniers publics. L'innovation principale introduite dans ces réformes est le passage d'une logique de moyens à une logique de résultats. Les acteurs du secteur de la microfinance déterminés à faire face aux défis technologiques afin de rendre les systèmes financiers décentralisés plus performants. Une séance a eu lieu en présence de la ministre de la microfinance pour réfléchir sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour l'atteinte de ces objectifs. Les institutions de microfinance veulent s'adapter aux défis de leur temps. Malgré quelques avancées enregistrées, les acteurs du secteur restent mobilisés pour maintenir la dynamique. L'objectif de la présente séance est d'adapter les SFD aux nouvelles technologies. Le Comité national de microfinance a jugé nécessaire de fédérer les énergies des différents acteurs autour de la question. C'est pourquoi il a choisi de réunir les acteurs à travers cet atelier dont l'objectif est de contribuer à la production d'une information financière fiable au niveau des SFD à travers maintenant la mise en place d'un système d'information de gestion efficace. Les institutions de microfinance doivent mettre à contribution les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour l'amélioration de la qualité de l'information qu'elles produisent. Le secteur de la microfinance du Bénin est en pleine croissance et elle est affectée aussi
par les grandes mutations technologiques de notre époque, mutations auxquelles il doit s'adapter. Et là, c'est un vrai challenge. L'équipe de technologie du projet ADAPAMI a d'ailleurs été mandatée pour partager à travers une courte communication notre expérience sur le sujet afin d'alimenter les échanges. Cet atelier s'inscrit dans la dynamique du gouvernement de faire de l'inclusion financière un levier de développement socio-économique au Bénin. Et on parle à présent des attestations de succès au baccalauréat 2021 qui sont désormais disponibles. Le directeur de l'office et ses collaborateurs ont mis les bouchées doubles pour que ces attestations soient réparties dans les différents centres retenus pour les retraits. On écoute ici le DOB qui rappelle les pièces à fournir afin de pouvoir retirer son attestation de succès au bac 2021. La remise des attestations va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national à partir du lundi 4 octobre jusqu'au samedi 9 octobre 2021, de 8h à 16h dans tous les départements du Bénin. Les impétrants sont invités à se rendre dans ces lieux de distribution munis des pièces ci-après. C'est très important. La photocopie du relevé de notes à présenter, la carte d'identité nationale ou le passeport en cours de validité, l'original de la quittance de versement de la somme de 5 000 francs CFA sur les comptes de l'Office du baccalauréat. Je réitère mes félicitations aux nouveaux bacheliers qui ont fait un bon score cette année. Et nous poursuivons cette édition avec le ministre d'État Abdoulaye Biotchani qui a procédé à la clôture de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective entre gouvernement et centrales syndicales. C'était vendredi à Cotonou et cette session s'est déroulée en 4 séances de discussion entre représentants des travailleurs et membres du gouvernement. On retrouve ici le reportage de Oumar Adéandjou et de Mathieu Soso. Fin ce vendredi de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociations collectives. Démarré le 10 septembre dernier, les discussions entre les membres du gouvernement et les centrales syndicales ont eu lieu en 4 séances. La dernière séance qui a eu lieu ce vendredi 1er octobre a connu la participation de représentants du patronat. En ce qui concerne les diligences effectuées dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire et universitaire, le gouvernement a joué son rôle pour satisfaire les acteurs de l'école béninoise. Au niveau des enseignements maternels et primaires, je veux noter que le virement des primes de rentrée des enseignants dans les différentes banques a été effectué. Les subventions octroyées habituellement aux écoles ont été mises en place à temps. Je notais aussi que la promotion de 513 enseignants comme directeurs d'école a été faite et faite à temps, notamment avant la rentrée scolaire. Au niveau des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, je veux noter que le virement des primes de rentrée a été fait aussi à temps, de même que la nomination des responsables administratifs des établissements publics. Je veux noter aussi qu'en ce qui concerne les aspirants, les mesures ont été prises à temps. Au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, je veux noter l'organisation de l'accueil et de l'orientation des nouveaux bacheliers dans les établissements à travers le développement d'une plateforme. Je note aussi le démarrage du processus de désignation des responsables aux hautes fonctions de direction des universités, des écoles et instituts. Ces travaux sont en cours et se termineront incessamment. Et enfin, au niveau du supérieur, notez que les enseignements du supérieur inscrits sur la liste d'aptitude du CAMES en 2019 et en 2020 ont été reclassés et le recrutement de 100 assistants est en cours. L'examen des doléances des travailleurs reçus à l'occasion de la fête du travail le 1er mai a été le point principal au centre des discussions gouvernement central syndical au cours de ces 4 séances de consultation, de concertation et de négociation. Au niveau du secteur public,
Les doléances satisfaites se présentent ainsi qu'il suit. Le paiement de rappel aux enseignants du primaire et du secondaire, la dotation des formations sanitaires en matériel adéquat pour permettre au personnel soignant de se protéger efficacement contre la COVID, le renforcement du plateau technique de bon nombre de formations sanitaires, la dotation de formations sanitaires en médicaments, matériels et consommables et médicaux indispensables, le recrutement d'agents de santé qualifiés au profit des formations sanitaires et enfin la prise des actes de gestion de la carrière des agents de l'État et sa poursuite. Au niveau du secteur privé, les échanges ont porté essentiellement sur 3 points. Premièrement, donc, la ratification des conventions sur les travailleurs et travailleuses domestiques, sur l'inspection du travail dans l'agriculture et sur la politique de l'emploi. Deuxièmement, la hiérarchisation des salaires suite au relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, en 2014. Et troisièmement, le relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti. Selon le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, des avancées significatives ont été enregistrées au cours de cette session. Il est donc à espérer que les autres doléances des syndicats connaissent un dénouement heureux dès les prochaines discussions gouvernement central syndical. Les voies dégradées à Cotonou, eh bien, j'en parlais à l'entame de cette édition. On en parle une fois encore. Au niveau du grand carrefour du quartier Saint-Michel, en partant du marché, l'état de la voie laisse à désirer. Un caniveau à ciel ouvert crée des désagréments aux usagers de la route. On suit ici les précisions. Un petit moment de déconcentration ou de non-maîtrise de cette voie et le caniveau à ciel ouvert que voici vous fera payer au prix cher. Nous sommes au carrefour Saint-Michel, non loin du marché, où cette infrastructure a déjà causé nombre d'accidents graves. Les usagers décrivent la situation. Le trou là, c'est là maintenant, ça fait longtemps quand même. Quand on passe là, c'est risquant quand même. Des fois on ferme, des fois on retrouve ça encore ouvert. Quand il y a d'embouteillage là, on essaie d'éviter de passer, sinon on peut tomber dedans. En plein pluie, parfois il y a de l'eau qui ferme le trou. Si tu ne sais pas faire, tu peux tomber dans le trou. Ce sont ceux, les passagers qui veulent traverser la route. Parfois c'est risquant, parfois ils peuvent tomber dedans. Alors les ils ont des bois. Donc quelqu'un sont bien pas meilleur. Elle est carrefour d'accord de Koji. Vraiment, ce trou est très dangereux et il est positionné à un grand carrefour. Quand il y a des embouteillages et que les forces de l'ordre sont absentes, nous avons vraiment des difficultés à contourner ce caniveau ouvert. Quelqu'un a déjà fait les frais aujourd'hui, donc nous invitons les gouvernants à nous réparer la voie. S'il pleut, c'est la totale. L'eau remplit le trou et ça crée de graves accidents. Il y en a qui ignorent l'état du tronçon et sont piégés. Les piétons aussi, en voulant affronter la circulation, se retrouvent parfois face au danger et la majorité n'arrive pas à l'éviter. Au dire des riverains, cet état dégradé permanent du caniveau est dû aux gros porteurs et aux actes d'incivisme des individus sans foi ni loi. Quand l'infrastructure est dégradée, la mairie vient rafistoler. Et ce sont les gros porteurs, les bus Topa qui sont à la base de cette situation. L'autre chose, chaque fois que c'est rafistolé, les voleurs viennent prendre ça. Et quand on les dénonce, on n'a plus la paix avec eux. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à une réparation définitive pour empêcher sa destruction. Que les gouverneurs nous soulagent sur ce tronçon-là. Un appel à une meilleure réparation de l'infrastructure est donc lancé par les usagers de la route. Et quand on sait qu'une circulation routière est déjà difficile sur ce tronçon, autant parer au plus pressé.
Hors de nos frontières, à présent, direction la Côte d'Ivoire. La Ligue des droits des femmes appelle à l'établissement d'une enquête impartiale et au suivi de la procédure judiciaire dans l'affaire visant le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadio Konan-Bertin. Celui que l'on surnomme Kekabé est accusé de viol par une ancienne collaboratrice. Des faits qu'il conteste. La Ligue ivoirienne des droits des femmes s'inquiète notamment du désistement de l'avocat de la partie civile quelques jours après l'ouverture de l'enquête judiciaire. Alors que la justice ivoirienne poursuit son enquête suite à la plainte pour viol contre un ministre, la Ligue ivoirienne des droits des femmes lance un appel. La jeune femme à l'origine de la plainte n'aurait plus d'avocat, ce dernier se serait désisté. Et selon l'organisation, le fait que cette affaire concerne un ministre compliquerait les choses. Dans ce genre de cas, c'est totalement difficile d'avoir un cabinet pour nous accompagner. Le nom, la réputation, les clients, enfin tout ce que vous pouvez imaginer sont mis en jeu. Aussi, on a l'obstacle du paiement. L'organisation manque de fonds, mais cela ne l'empêche pas de poursuivre son combat pour venir en aide aux femmes victimes d'abus. Il y a un gros projet qui nous tient à cœur qui va permettre peut-être de pouvoir combler ce vide-là. C'est la création de notre centre d'hébergement des femmes victimes de violences. C'est-à-dire que nous voulons créer un centre d'accueil pour ces femmes-là dans lequel il y aura un cabinet juridique, un cabinet psychologique et un cabinet médical. De son côté, le ministre ivoirien de la Réconciliation nationale conteste les faits et a déposé plainte pour diffamation. Ce samedi, la coalition d'opposition de la société civile Wakit Tama avait prévu de manifester pour protester contre la gestion du pays par les autorités de transition. Mais ceux qui se sont rassemblés dans les rues de N'Djamena ont été dispersés par les forces de l'ordre. La coalition et les autorités n'ont pas trouvé d'accord sur le parcours du rassemblement. Il y a eu un mort et plusieurs dizaines de blessés. Ils étaient plusieurs centaines ce samedi devant le siège d'un parti d'opposition à N'Djamena pour protester contre la junte au pouvoir au Tchad. Mais leur manifestation a tourné court. La police a violemment dispersé le rassemblement à coups de gaz lacrymogène. Il m'a tiré à la tête et à la poitrine et puis après moi je me suis écroulé. Il y a des gens qui se sont entassés tout autour de moi et quelques minutes après, j'ai dit non, j'ai pris une balle à la poitrine et à la tête et ça m'a fait du mal. Les organisateurs du rassemblement ont déploré ce qu'ils considèrent comme une répression barbare qui aurait fait selon eux une vingtaine de blessés. Nous tirer à bout portant comme des chiens, alors moi je dis que désormais, si ils veulent que nous allons à un bras de fer, nous le ferons. Parce que nous sommes déterminés plus que jamais à aller jusqu'au bout de ce que nous avons commencé. Et puis en Tunisie, des centaines de personnes se sont réunies dans la capitale pour réclamer un retour à la légitimité du pouvoir dans le pays. Depuis le 25 juillet, le président Kais Saied a proclamé l'état d'exception et s'est octroyé les pleins pouvoirs. Les critiques contre sa gouvernance montent chaque jour un peu plus. Voici ici le reportage. En Tunisie, plus de 5000 manifestants ont apporté leur soutien au président Kais Saied dimanche. Au regard de son coup de force qui a suscité la controverse dans le berceau du printemps arabe, les Tunisiens ont proclamé dans les rues de Tunis « Nous sommes tous Kais Saied » et demandent au président de faire davantage. Le 25 juillet dernier, le président Kais Saied s'était octroyé les pleins pouvoirs. Nous voulons que Kais Saied prenne le relais et demande des comptes aux députés et aux partis, qu'il ne se retire pas du jeu politique. Au cours des 10 dernières années, où est passé l'argent? Qu'en ont-ils fait? Que tous les corrompus prennent leurs responsabilités. Je suis venu ici parce que j'en ai marre. Nous ne voulons plus vivre dans ce désordre. Nous ne voulons plus reculer. Tout le monde va de l'avant sauf nous, les entreprises sont à l'arrêt, y compris l'économie, la société, la culture et tout le reste. Tout est à l'arrêt, cela ne nous convient plus. Le dimanche précédent, une foule d'environ 2000 personnes s'était déjà rassemblée pour protester contre les accusations de coup d'État. Rendons-nous à présent à Goma.
où des jeunes enfants s'adonnent à la danse. Des cours de danse sont l'occasion pour ces jeunes de se changer les idées et surtout d'oublier, car certains ont encore en mémoire l'éruption du volcan Nyiragongo il y a quelques mois et qui les a poussés à fuir avec leur famille. Nous sommes à Goma en RDC et dans un quartier de la ville, l'heure est à la fête. Tous ces enfants pleins d'énergie suivent des cours de danse dans ce centre fondé par Bertin, ici au centre du cercle. L'occasion pour ces jeunes de se changer les idées et surtout d'oublier. Car certains ont encore en mémoire l'éruption du volcan Nyiragongo il y a quelques mois et qui les a poussés à fuir avec leur famille. Alors, on est en train de les encadrer, question de voir comment soulager et leur donner toujours l'espoir, mais aussi de leur montrer que la vie appartient à eux. Donc ils ont quelque chose de grand à faire. Tu vois, ces enfants, ils ont beaucoup de rêves, ils ont beaucoup de potentialités, mais il en manque simplement des personnes, des bonnes personnes pour les guider, en fait, qui puissent arriver à ces objectifs et arriver vraiment à une bonne perfection pour un monde meilleur. Ici, la danse a des vertus thérapeutiques. Chaque fois, c'est une quarantaine d'enfants qui participent à ces cours. La moyenne d'âge est de 10 ans pour les plus âgés et 3 ans pour les plus jeunes. Un âge où les enfants ont parfois du mal à exprimer ce qu'ils ressentent, surtout lorsqu'ils ont vécu des épisodes traumatiques. C'est pour cela que Jeannette, mère de 9 enfants, y a inscrit certains d'entre eux. Nous faisons partie des familles et des personnes déplacées. Et comme vous pouvez le voir, les enfants ne vont pas à l'école, ils ne font rien. Alors quand nous avons vu cet atelier de danse, nous avons été obligés d'y envoyer les enfants pour qu'ils puissent apprendre quelque chose. On voit que c'est une bonne chose qu'on enseigne ces jeux à ces enfants, car peut-être qu'à l'avenir, cela pourrait produire un résultat. Peut-être qu'ils pourraient même construire une école pour ces enfants. Le 22 mai dernier, l'éruption du volcan Nyiragongo à l'est de la RDC avait fait 32 morts, détruit plusieurs centaines de maisons et entraîné le déplacement de dizaines de milliers de personnes. Plus de 3 mois après cette catastrophe, des milliers de sinistrés vivent encore autour de Goma, dans des abris de fortune et appellent à l'aide. Et avant de boucler cette édition du journal, nous allons nous rendre en Italie qui veut renforcer un peu plus sa présence aux côtés des pays du Sahel pour lutter contre le terrorisme. Après Bamako, le ministre italien de la Défense Lorenzo Guerini est en visite à Niamey. Objectif, renforcer la position de l'Italie dans la région. On suit le reportage. Après le Mali, c'est au tour du Niger. Le ministre italien de la Défense, Lorenzo Guerini, est en visite à Niamey. Le but de ce déplacement, renforcer la position de l'Italie dans cette région du Sahel, en proie notamment au terrorisme. Notre frontière passe par ici. Nous devons donc être ici avec l'Europe pour essayer de lutter et de faire face aux menaces auxquelles ce pays et cette région sont confrontés et qui sont également des menaces qui nous visent. Le Niger fait partie des pays qui, avec le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso et le Tchad, tentent de repousser les groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique et dont les violences ont tué et déplacé des milliers de personnes. En mars, une série d'attaques contre des villages près de la frontière entre le Niger et le Mali a fait au moins 137 morts. Et depuis le début de l'année, ce sont des centaines de civils qui ont déjà été tués dans le pays. Des attaques qui surviennent malgré la présence de troupes régionales et internationales. L'Italie, par exemple, possède des soldats qui font partie des missions de l'Union européenne et de l'Organisation des Nations Unies, notamment au Mali. Et c'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Speedline TV. À très bientôt.